le passé nous renseigne que nous avons vécu des éléments similaires il n'y a pas très longtemps. Quand on regarde les débuts des années 90, quand on regarde 2005, quand on regarde encore 2017. Oui, c'est un régime, il faut le reconnaître, il donne l'impression d'avoir repris la main, mais en réalité, on sait qu'ils se sentent très menacés. Eux-mêmes savent que jamais ils n'ont été, en tout cas depuis cette nouvelle incarnation par le Fils, jamais il n'a été aussi menacé que maintenant. Et la fin est proche. La fin est proche, nous devons mettre fin à ce processus d'instauration d'une dynastie au Togo. Il n'y aura pas de dynastie au Togo. Nous irons vers l'alternance. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas normal de se sentir menacé, surtout quand on a un régime qui dure assez longtemps comme le nôtre? Est-ce que c'est pas finalement normal qu'ils se sentent menacés? Mais s'ils se sentent menacés et qu'ils jouent le jeu, formellement, nous sommes censés être en démocratie, qu'on laisse jouer les règles de la démocratie. Et ça va régler les problèmes. Ça va régler les problèmes. Nous parlerons de ce régime et de tout ce qu'il ce régime fait depuis quelques semaines. Mais je vais revenir encore à votre ancien étudiant, puisque beaucoup de Togolais de l'extérieur ont envie de revenir. J'aimerais bien le connaître, cet ancien étudiant, et j'espère qu'en off, vous me donnerez... Volontiers, vous direz qui il est. Volontiers. Beaucoup de Togolais espèrent rentrer dans leur pays, s'installer et y vivre, parce que beaucoup sont partis, ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Que conseillez-vous à ces Togolais de la diaspora? Eh bien, ce que je leur conseille, c'est de continuer à se battre. C'est de continuer à se battre comme ils le font déjà très 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 bien, et je les en félicite. Il nous faudra dans les jours à venir, les semaines à venir, mieux synchroniser nos efforts. Il n'est pas question du tout que qui que ce soit baisse les bras. Il va falloir que nous fassions sauter le bouchon, que nous libérions l'avenir du Togo, cet avenir qui est hypothéqué, pour que tous nos frères et sœurs qui sont contraints de vivre à l'étranger puissent revenir avec tout ce qu'ils ont pu acquérir comme expertise, pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce Togo. Il faut créer les conditions pour qu'ils rentrent. Ce qui est sûr, c'est que s'ils rentrent maintenant, eh ben, c'est comme cette jeunesse qui est perdue et qui se demande de quoi demain sera fait, et qui n'arrive pas à se construire, qui n'arrive pas à s'épanouir. Il faut faire quelque chose. Quand vous parlez de conditions, que le pays avance. Oui, quand vous parlez de conditions sur le plan économique, plusieurs institutions internationales ont salué ces derniers jours les efforts qui sont faits par les autorités du Togo. Ces chiffres ont été portés à bout de bras par le régime et plusieurs de ses soutiens. Est-ce que vous joignez vous savez, madame, je vais terminer la question. Bien sûr. L'instant de cette embellie-là, est-ce que vous joignez votre voix? Non, mais moi, ce que je sais, c'est que les chiffres, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Et ce que je sais aussi, c'est que le meilleur indicateur, c'est les retombées que nous avons sur les populations. Et pour l'instant, les retombées sont plutôt négatives. Les retombées sont plutôt négatives. Vous savez discuter avec les opérateurs économiques et vous verrez comment ils se plaignent. Vous verrez, ils vous diront que l'économie togolaise est à terre, que rien ne bouge. Hein, les gens ne savent pas où donner de la tête. Et allez interroger l'OTR pour voir quelles sont ses recettes, quel est le niveau de ces recettes. Hein, depuis quelques années, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Nous, on se laisse pas impressionner par ces satisfecit qui sont délivrés par les institutions internationales. D'ailleurs, ces institutions n'ont jamais développé un pays. Pour développer un pays, il faut une vision de la part des dirigeants
qui aiment leur pays, et il faut une volonté politique. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore au Togo. La seule volonté que nous avons au Togo, c'est celle d'un régime qui veut se maintenir, coûte que coûte. Ce qui se dit de plus en plus porte sur les réformes, que les autorités du Togo portent les réformes économiques. Mais vous venez de dire que le panier de la ménagère ne ressent pas les effets de ces réformes-là. Comment justement améliorer cet environnement? Mais comment l'améliorer? Mais c'est évident. C'est évident que à la base, il y a un problème politique qu'il faut régler. Et ce problème politique est lié à la gouvernance. Vous ne réglez pas les questions de gouvernance, mais on a beau faire des réformes, c'est des réformes de pure forme. Je ne veux pas faire un jeu de mots. Chacun sait que ces réformes ne régleront rien tant qu'on continuera à gouverner le Togo comme il est gouverné, tant qu'il y aura des individus qui... du moment où ils font allégeance au régime, sont autorisés à faire ce qu'ils veulent, à piller, à gérer les ressources comme ils veulent, à les piller sans reddition de compte, et c'est l'impunité totale. Vous croyez que c'est dans ce contexte d'impunité et pour les crimes économiques qu'on va développer le Togo? Mais ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne. Les institutions internationales ne font que de la diplomatie. Et vous savez, si ces institutions vous me dites qu'elles sont complices, devraient développer... Non, mais elles ont leur logique, elles obéissent à leur logique. Elles obéissent à leur logique. Elles obéissent à leur logique. Donc, et même la coopération, la coopération, qu'elle soit internationale ou bilatérale, elle est au service d'intérêts qui sont des intérêts étrangers. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Togolais. Sinon, il y a longtemps que on ne parlerait plus de pays en développement. Je pense qu'il est temps de se dire les choses. Il est temps de se dire les choses, et personnellement, je suis heureuse quand j'entends des chefs d'État aujourd'hui, comme le chef d'État ghanéen, dire courageusement, nous n'avons plus besoin d'aide, et dire nous voulons ceci pour notre pays. Je pense que il y a de quoi se réjouir, en espérant que ça va montrer la voie à la nouvelle génération de dirigeants qui va suivre. Vous parlez de conditions politiques à améliorer pour qu'éventuellement l'économie puisse en tirer profit. Nous allons parler de politique. Aujourd'hui, les Togolais, ils n'ont plus confiance en les faits politiques. Ils se posent des questions sur ce qui arrive à leur classe politique. Depuis bientôt 30 ans, après le soulèvement du 5 octobre, visiblement, on a l'impression comme s'il y a une maladie qui atteint cette classe politique-là. Est-ce que, quelque part, vous avez un problème? Quand je dis vous, y compris ceux de l'opposition et du pouvoir, est-ce que vous avez un problème? Je ne comprends pas le sens de la question. Ce que je sais, c'est que il y a une partie de la classe politique qui comprend très bien les aspirations du peuple et qui essaye de faire prévaloir ces aspirations. Et en face, nous avons une autre partie de la classe qui, elle, n'a d'autre souci que de servir des intérêts claniques, et par la même occasion de servir leurs propres intérêts particuliers. C'est tout. Pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Voilà le jeu qui se fait. Donc le problème, c'est le régime qui est là. Absolument. Le régime est la source des problèmes des Togolais. Il est la source des souffrances des Togolais. Et les Togolais le savent, qu'ils ne pourront espérer bien vivre un jour
qu'en changeant de régime. Et c'est pour ça qu'ils se battent. Les problèmes que nous avons au Togo, ces problèmes ont été transportés le week-end dernier à Conakry, puisque vous-même, vous faites partie de cette délégation qui est allée rencontrer notamment le président guinéen Alpha Condé. Et il se dit qu'à un moment donné, des discussions, Alpha Condé, le président de la Guinée, aurait dit qu'il n'est pas au courant du déroulé de la feuille de route au Togo. Est-ce qu'il a vraiment dit? Mais vous savez, d'abord je voudrais dire à Conakry qu'il y a eu des consultations bilatérales. Et dans les discussions que nous avons eues avec le président Alpha Condé, effectivement, nous avons été étonnés d'entendre que le président, en tant que facilitateur, n'avait à ce jour obtenu aucun compte rendu formel de la mise en œuvre de la feuille de route de la part de la CEDEAO. Et c'est quand le président a fait cette observation en présence du commissaire chargé des affaires politiques, le général Béanzin, que ce dernier a pris la parole pour dire oui, c'est vrai, le président de la commission, il n'est pas là parce que ce matin-là, alors qu'on l'attendait pour commencer les discussions, on nous a dit qu'il a dû rapidement aller en Guinée-Bissau. Et donc, le commissaire Béanzin a dit oui, mon patron n'est pas là, mais monsieur le président, si vous voulez, je peux vous faire un compte rendu succinct de la mise en œuvre de la feuille de route du 31 juillet. Voilà comment ça s'est passé et nous nous en étonnons. Nous étonnons de ce que le dossier togolais soit géré de cette manière-là au sein de la CEDEAO qui est censée assister les facilitateurs. Nous aurions pu imaginer qu'un mécanisme soit mis en place pour que régulièrement, je ne sais pas si c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, que la CEDEAO qui assiste le comité de suivi et qui fait partie du comité de suivi puisse rendre compte, puisqu'il y a des fonctionnaires payés pour être au service des pays et des peuples de la CEDEAO. La moindre des choses est que toutes les 2 semaines au moins, qu'un rapport puisse être adressé aux facilitateurs. Mais, eh bien, le président Alpha Condé s'en est plaint. Donc, vous étiez dans la salle. Est-ce que cela a été sincère? Mais bien sûr. Bien sûr, pourquoi voulez-vous que nous doutions de sa parole? Pourquoi voulez-vous? Bon, on pouvait dire que si la CEDEAO n'a pas rendu compte régulièrement, que au moins le collaborateur du président Alpha Condé, il pouvait rendre compte. Mais vous savez, nous nous sommes rendus compte de quelque chose aussi. C'est que l'agenda de ces chefs d'État, en tout cas de ceux qui veulent bien travailler et qui travaillent, n'est pas quelque chose de facile. Et je peux comprendre dans ces conditions-là que tant qu'il n'y a pas une pression, que un dossier comme le dossier du Togo ne soit pas prioritaire par rapport aux autres dossiers liés aux responsabilités premières, aux charges premières du facilitateur. C'est une des leçons que nous avons tirées de Conakry. Si vous voulez qu'on s'occupe de vous, eh bien, il faut faire pression par votre présence physique. Est-ce qu'on n'a pas l'impression là qu'il y a une sorte de légèreté dans la gestion de ce dossier Togo? Ah, là, je serais tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une légèreté au niveau de la CEDEAO. Il y a vraiment une légèreté. Et je ne sais pas si je vais trop vite, mais cette histoire de communiqué non signé que l'on voit traîner sur les plateformes est une preuve de plus que cette institution-là est gérée pratiquement comme une épicerie. Et nous ne savons quoi penser à ce jour de ce communiqué-là. Parce que je pose la question et je la pose à tous mes invités, presque. Est-ce que la CEDEAO est
aide-t-elle vraiment le Togo à tourner la page de sa crise sociopolitique? Moi, je vais être sincère et dire que la CEDEAO contribue à créer des difficultés supplémentaires. Je vous donnerai un exemple. Un dernier exemple en date. C'est celui de la date du 20 décembre. Vous savez ce que nous avons appris de plus à Conakry au sujet du 20 décembre? Qu'est-ce que vous avez appris? Le président Alpha Condé nous a dit, eh bien, cette date-là, quand on en discutait le 31 juillet, j'ai bien dit aux autres chefs d'État que, bon, il faut bien fixer une date pour aider les protagonistes à aller rapidement, mais il n'y aura pas de fétichisme de date. C'est là que nous avons compris que la même expression que le ministre Thibou Camara a répétée plus tard dans une interview, eh bien c'est là que nous avons compris que politiquement qu'il ait pu dire ça parce que il se sentait couvert par le fait que c'est ce que son patron pense. Et donc, si on a affaire à des adversaires qui sont des adversaires de bonne foi, eh bien, ils devraient savoir que l'esprit du 20 décembre, ce n'est pas une date péremptoire. Et que c'est une date indicative, étant entendu que le plus important, c'est que on conduise un processus électoral consensuel et de qualité. Voyez-vous, et c'est extrêmement difficile quand vous avez en face de vous des adversaires qui sont de mauvaise foi et qu'on demande de discuter. Vous comprenez la difficulté de la tâche des acteurs de l'opposition. Est-ce que c'est quelque part, est-ce que c'est pas cette difficulté qui révèle aujourd'hui peut-être toutes les difficultés que la CEDEAO elle-même a à gérer le cas togolais? Eh bien, moi, décidément, je ne sais pas. C'est comme si on communiquait on communiquait en pensée. Et moi, je ne suis pas loin de penser. Et quand je reprends cet exemple-là du dernier communiqué en date que nous avons vu sur les plateformes et nous nous sommes dit non, ce n'est pas possible. Voici un texte dont le contenu n'est pas conforme à ce que nous avons entendu à Conakry avant de partir. Voici un texte qui n'est même pas signé. On ne sait pas de qui il est. Parce que n'importe qui peut prendre un papier en tête CEDEAO et écrire un communiqué au nom de la CEDEAO. C'est la signature ou les signatures qui permettraient d'authentifier le communiqué. Et voici un texte qui est bourré de fautes. Non, ce n'est pas possible. Je pense que on a tous au début cru qu'il s'agissait d'un faux. Et quand nous nous sommes renseignés, nous avons compris que les facilitateurs eux-mêmes étaient étonnés de ce que ce texte se retrouve publié alors que ce n'était pas ce qui avait été entendu. Ce qui avait été entendu quand nous quittions Conakry, c'était que après la concertation qui était toujours en cours entre les chefs d'État, eh bien, le résultat qu'on allait publier nous serait communiqué, ce qui suppose que nous aurons le temps encore, si tant est que nous avions des choses à dire, de les exprimer, et puis on publierait. Et quand nous avons demandé, mais ce communiqué, il vient, vous avez dit qu'on va nous contacter, mais ils se sont étonnés de ce que le président de la commission de la CEDEAO, qui devait contacter la coalition pour lui communiquer un contenu, le contenu qui devait être publié, ils étaient étonnés
de ce que cela n'est pas. Donc à ce dimanche, vous n'avez pas eu un communiqué? Nous n'avons eu aucune notification officielle d'un communiqué. Nous n'avons pas été contactés comme cela était admis. La procédure qui était prévue à Conakry n'a pas été suivie. De retour de Conakry, on a quand même noté ce silence qui a entouré votre retour. Alors, Bien quand sûr. je parle de votre retour, y compris celui des représentants du pouvoir en place, Oui. est-ce que cela a été décidé comme cela? Bien sûr, a posteriori, vous comprenez. Vous comprenez ce que, si vous sous-entendez que nous avons décidé quelque chose avec le régime, rien n'a été décidé avec le régime. D'ailleurs, nous n'avons pas échangé politiquement, nous n'avons même pas échangé avec les représentants du régime. Nous avons eu des discussions avec le facilitateur en présence des représentants de la CEDEAO. Par contre, nous n'avons pas communiqué, c'est vrai, et je pense qu'à posteriori, vous comprenez, les Togolais comprennent pourquoi. Nous ne l'avions pas fait pour deux raisons. D'abord, par respect pour les facilitateurs qui nous ont dit, ok, les positions officielles vous seront communiquées. Dans ces conditions-là, il ne sied pas que tant que ces positions n'ont pas été communiquées, que vous vous mettiez à divulguer le contenu des discussions ou même les conclusions provisoires auxquelles les discussions ont abouti. Et de deux, attendez, quand vous êtes un responsable politique, tout ce que vous voulez dire, il est normal que vous attendiez d'en avoir l'assurance, que on ne se trouve pas, vous ne créiez pas, ou que vous ne vous trouviez pas dans une situation embarrassante où ce qui aurait été annoncé aurait été nuancé ou aurait été totalement différent de ce qui a été communiqué officiellement. Voilà les deux raisons. Mais la première raison fondamentale, c'est le respect que nous devons à ces chefs d'État qui se sont offerts, qui ont accepté de perdre leur temps pour jouer le rôle de facilitateur dans la crise togolaise. Et je dois dire que la tâche n'est pas facile pour eux, parce que nous savons ce qui s'est passé, nous avons appris ce qui s'est passé depuis que nous avons quitté Conakry. Nous savons toutes les paroles désagréables qu'ils ont entendues, toute la pression qu'ils ont reçue. Nous le savons. Nous le savons. De la pression de la part de qui? Ah ben, de la part d'un régime qui se prévaut de sa position et qui en use et en abuse et qui croit pouvoir continuer à en user et abuser pour se maintenir éternellement. Mais là, je ne vous comprends pas. Mais il y a d'autres avant eux qui ont été dans ces positions, qui ont voulu en abuser, mais aujourd'hui, qui ont bien regretté. Oui, là je n'ai pas compris, madame. Je n'ai pas compris parce que vous voulez dire que le régime de Lomé, le pouvoir de Lomé... Oui, il y a un chantage permanent. Il y a un chantage permanent aux facilitateurs à qui on voudrait faire croire que ils ne réservent pas le traitement qu'il faut au gouvernement. C'est un chantage permanent qu'on leur fait. Et on évoque tout le temps une certaine souveraineté qu'on incarne, en oubliant qu'on est vraiment contesté et qu'on n'a plus aucune légitimité, et que le peuple est en rébellion, quasiment. Vous l'avez appris comment et ces menaces viseraient, ou ces chantages viseraient le président de la Guinée, ou celui du Ghana, ou l'ensemble des chefs d'État de la sous-région? Je sais que les deux facilitateurs souffrent beaucoup de la nature de ce régime, de l'attitude de ce régime. Mais c'est tout bon pour nous. C'est tout bon pour nous parce que c'est un régime qui se dévoile tout seul, qui se conforte
tout seul une certaine réputation. Le moment de la vérité viendra. Absolument. Vous nous écoutez à Pyramide FM en direct ce midi. Notre invitée, c'est Madame Brigitte Adiamagbo Johnson de la CDPA et coordinatrice de la coalition de l'opposition des 14. Si vous écoutez l'émission le soir, sachez que c'est une rediffusion. Cette semaine, plusieurs actes ont été portés, notamment opposés par le gouvernement pour les élections du 20 décembre. Le gouvernement a notamment convoqué le corps électoral. Et au niveau de la coalition, vous en êtes offusqué, vous condamnez même. Et quoi de plus, madame? Écoutez, monsieur Pierrot, moi je ne sais pas si je me demande où se trouve le corps électoral aujourd'hui. Je cherche en vain ce corps électoral qui est convoqué. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? On vous l'a identifié? On vous l'a identifié? Ce n'est pas moi qui l'ai convoqué, madame. Voyez-vous? Je disais si tantôt moi, j'allais vous le montrer. Que nous avons un régime pour lequel les lois ne représentent rien du tout. Les lois sont à la limite un outil qu'on a et qu'on manipule à sa guise pour conforter ses positions. Est-ce que ce corps électoral qu'on a convoqué, il existe aujourd'hui dans un contexte où on vient de terminer ce recensement qui est ce soi-disant recensement dont on n'a pas encore vu les résultats. Moi, je n'ai pas vu de fichier électoral, hein. Je n'ai pas vu de liste électorale à afficher quelque part. Et donc, les possibilités de recours que les citoyens ont n'ont pas pu être exercées. Un recensement qui intervient dans un contexte où la majorité, je dis bien la majorité, hein, des électeurs ne sont pas allés se faire recenser. Ce n'est pas parce qu'on aura sorti des élèves de cours primaires, on aura sorti un peu de tout, qu'on sera allé chercher des étrangers, hein, qu'on aura tout fait pour bourrer la liste, que on va faire croire à l'observateur averti que les Togolais sont allés se faire enregistrer. Et donc, dans ce contexte-là, vous permettez de convoquer un corps électoral, tout simplement parce que vous voulez faire très rapidement, vous voulez accélérer les choses avant que la véritable CENI ne soit installée et croyant pouvoir mettre les gens devant le fait accompli. Voilà la situation à laquelle nous faisons face, et c'est ridicule. Nous avons un régime qui ne craint pas le ridicule, et heureusement que le ridicule ne tue pas. Sur la question du corps électoral, il se dit beaucoup de choses. En réalité, que dit la Constitution par rapport à la ou le code électoral par rapport à la convocation de ce corps électoral? Mais le corps électoral, c'est une question de logique et de bon sens. On dit qu'il faut convoquer ce corps électoral-là à un moment donné du processus. Mais encore faut-il qu'il existe d'abord, non? C'est un corps virtuel qu'on compose. Est-ce que c'est un corps virtuel? Alors, on convoque un corps électoral et on ouvre la période de dépôt des candidatures, et puis on se rend compte que, oh là 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 là, on va être coincé parce que, bon, on va nous reprocher d'avoir empêché des candidats qui ne se sont pas enregistrés parce qu'ils ont respecté le mot d'ordre du boycott. On dit, ah non, exceptionnellement, vous pouvez déposer vos dossiers, même si vous ne vous êtes pas encore fait enregistrer, même si vous n'avez pas encore de carte d'électeur. Mais est-ce que vous voyez ce désordre-là, cette bouillabaisse? C'est dans ça
C'est dans ça qu'on va organiser des élections qui ne seront pas contestables, qui vont mettre fin à plus d'une année de crise. Est-ce que finalement, c'est pour faire référence à la phase récente de cette crise? Quand on regarde, est-ce que finalement, ce n'est pas une préparation? On vit dans l'illusion, dans un cocon. Madame, est-ce que ce n'est pas finalement une préparation de crise? Parce qu'on est en crise et on se presse et finalement... On veut aggraver la crise. Ah. On veut aggraver la crise. Et je ne sais pas dans quel but ultime, mais on l'aura. On l'aura si on s'entête. Parce que dans certains milieux, il se dit par rapport à la convocation du corps électoral, qui n'est précisé nulle part ailleurs, que ce code devrait être constitué avant d'être convoqué. Qu'on pouvait le constituer au fur et à mesure que le processus avance. Voyez-vous, des fois, on se demande comment certaines personnes réfléchissent, comment certains des concitoyens réfléchissent. Et on n'a pas du tout peur de se ridiculiser. On avance toutes sortes de raisonnements. On ne respecte aucune convention, aucun code. On fait comme si chacun était libre d'interpréter selon des paramètres qui sont les siens, et on crée une cacophonie qui ne dit pas son nom. Moi, je ne veux pas répondre à cet argument. Je ne veux pas répondre à cet argument parce que quand on parle de corps électoral, ça correspond à quelque chose de précis, à quelque chose qu'on peut circonscrire. Et aujourd'hui, ce corps électoral-là, il n'est pas circonscrit. Il n'est pas encore. Si on demande aujourd'hui la liste, le fichier électoral, eh bien, qui fait office de CENI ne peut pas la produire. Mais ils le produiront plus tard. Après avoir convoqué, c'est ça. À cette allure, on peut tout se permettre. Est-ce que justement, oui, justement là, on peut dire qu'on est un peu dans l'absurde, mais est-ce que ça va avoir des incidences sur le processus si ce corps qui n'est pas constitué aujourd'hui et qui est convoqué, est-ce que en le convoquant aujourd'hui, avant de le constituer, est-ce qu'on aura des incidences sur le vote du vin? D'abord, vous parlez du vin. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce que je sais, c'est que, enfin, le régime a daigné autoriser une Assemblée nationale à ses bottes à nommer le 8e membre, le 8e représentant de la coalition, et que enfin la CENI va pouvoir, ils vont pouvoir se retrouver avec les 8 autres représentants pour organiser la CENI et pour réfléchir à un chronogramme, affiner le chronogramme, comme cela a été dit le 23 septembre dans le relevé des conclusions, et un processus électoral consensuel, rassurant, qui inspire confiance à tous les Togolais pourra avoir lieu. Et on nous dira quand est-ce que nous pourrons aller à des élections qui sont des élections de la qualité que les Togolais attendent. À propos du 20 décembre, on a eu quand même plusieurs déclarations à la suite de l'annonce de ce 20 décembre ou bien de la confirmation de ce 20 décembre. Le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, parlait d'amusement, que le chef de l'État, Fagne Gnassingbe, et sa majorité s'amusent. Mieux ou peut-être plus, le PNP avec sa réunion hebdomadaire, on a appris que oui, où le processus sera arrêté. Qu'est-ce que vous ajoutez à toutes ces déclarations venant par exemple de la CDPA ou de Mme Adiamabou? Non, j'ajoute ce qui est. J'ajoute ce qui est, et qui est que le 20 décembre n'est pas une date péremptoire, qu'on ne peut pas, les chefs d'État eux-mêmes ont compris qu'ils ne doivent pas sacrifier la qualité et ils ne doivent pas sacrifier la paix qui est au bout, qui sera au bout d'élections transparentes et démocratiques. Vous faites allusion à quel chef d'État? Vous parlez de quel chef d'État?
Mais je parle des 2 facilitateurs. Mais les 2 facilitateurs... Les autres chefs d'État, nous ne les avons pas vus. Mais ils se sont entendus. Au sommet, cela a été dit explicitement. Si vous faites allusion aux chefs d'État, notamment aux 2, le dernier communiqué de la CEDEAO vient confirmer que les élections doivent avoir lieu au Togo le 20 décembre. Et ils sont en phase. En réalité, ils sont en phase avec ce qui se passe. Justement, Pierrot, justement, et vous m'offrez l'occasion de mettre encore une fois le doigt sur un indicateur qui montre que ce communiqué est un communiqué bizarre, à part le fait qu'il n'est pas signé. Lorsque le communiqué qui est supposé être cautionné par les facilitateurs, mentionne que le prolongement du recensement va se faire sans préjudice du 20 décembre, vous voyez que c'est totalement contraire à ce que le chef de l'État guinéen nous a redit devant témoins. Il nous a refait l'histoire, la genèse de ce 20 décembre-là. Il nous a dit le contexte dans lequel ça a été choisi. Et je préfère croire que ce monsieur pour lequel nous avons beaucoup de respect parce qu'il s'est sacrifié, Quel monsieur? Pour nous aider à régler le chef de l'État guinéen qui est un des facilitateurs. Je préfère croire qu'il ne peut pas être incohérent à ce point. Et je dis, et j'en tire la conclusion, que ce communiqué que nous voyons circuler porte la marque du gouvernement qui, justement, encore une fois, abusant de son statut, a forcé le contenu. C'est une expression qui vient du régime en place. Quand on parlait de ce monsieur Alpha Condé, il n'y a pas très longtemps, un de nos invités ne croyait plus à sa crédibilité à intervenir dans la crise togolaise puisque lui-même a des problèmes chez lui en Guinée. Est-ce que quelque part ça ne joue pas contre le Togo, la situation en Guinée? Naturellement, je pense que c'est du pain béni pour le régime qui veut résister et on sait qu'ils en ont usé, abusé aussi. C'est du pain béni, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que le président Alpha Condé en est venu à s'impliquer dans la gestion de notre processus parce que on lui a fait recours, parce que le chef de l'État en difficulté est allé le chercher. Donc, il n'a pas voulu s'immiscer. Et donc, étant impliqué, nous, ce qui compte pour nous, c'est les actes qui sont posés. C'est les actes qui sont posés et faites-nous confiance si nous voyons qu'il y a un acte qui va à l'encontre des aspirations à la démocratie, des aspirations à l'alternance du peuple togolais, nous les dénoncerons. Nous les dénoncerons. Et nous disons, ce communiqué, nous nous posons des questions. Nous attendons des réponses. Bien, merci. Nous voulons nous assurer que ce communiqué est vraiment de la CEDEAO. Signé de la CEDEAO à le consentement des facilitateurs. Merci beaucoup, madame. Nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission, comme c'était de tradition. Et pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre sur 105.5, retenez que nous sommes au D12 de Pyramide FM et que notre invité est Adjamago Johnson, Brigitte de la CDPA et de la coalition des 14. Les numéros de l'émission 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Pierre. Oui, vous êtes en direct. Pardon, c'est Rémi depuis Kévier. Depuis Kévier. Oui. Oui, allez-y. S'il vous plaît, j'aimerais tout d'abord féliciter madame la coordinatrice de la C14. Elle a demandé si, ensemble à la C14, ils mettaient au devant les réformes constitutionnelles. C'est-à-dire que les réformes soient au premier plan, quoi. Ok. Merci beaucoup. Bien, merci. Ok.
Sur la question des réformes posées par l'auditeur, votre réaction? Eh bien, je pense qu'il a raison, parce que si les Togolais et les Togolaises se sont mis à nouveau dans la rue depuis plus d'1 an, c'est pour les réformes qui vont les conduire à l'alternance. Et chemin faisant, il s'est fait que la CEDEAO nous a proposé les élections, des élections démocratiques et transparentes, mais a compris aussi les aspirations des Togolais à voir réaliser les réformes qu'ils attendent depuis 2006 maintenant. Et aujourd'hui, en faisant le point sur cette situation, sur cette question-là, je dirais que nous avons un chronogramme aussi pour les réformes. Et les réformes constitutionnelles et institutionnelles à minima, il faut dire que tel que ça a été prévu dans la feuille de route du 31 juillet, c'est des réformes à minima. Mais bon, c'est l'essentiel, on se dit, on verra après. Ces réformes-là sont censées être faites au plus tard le 30 novembre, de ce que nous savons, à partir du chronogramme qui a été proposé par la CEDEAO. Et nous savons qu'il y a un expert, un constitutionnaliste qui a été recruté et qui a déjà eu à échanger avec la coalition. Et nous savions qu'un projet devait être élaboré et transmis à la CEDEAO et que des concertations devaient avoir lieu autour de ce projet-là pour que finalement il soit transmis au gouvernement qui, in fine, devait l'envoyer à l'Assemblée nationale après l'avoir adopté. Est-ce que c'est pas déjà fait? Une fois encore, nous avons vu dans la précipitation qu'il y a eu cette fin de semaine que le régime s'est empressé d'adopter un projet qui se prépare à envoyer à l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, la procédure qui était prévue, ce n'est pas celle-là. Et nous disons que dans un contexte de crise, où la feuille de route du 31 juillet recommande un dialogue de mise en œuvre de cette feuille de route, les discussions doivent avoir lieu dans un cadre politique, qui est ce cadre-là que la feuille de route a également tracé et qui reconnaît comme protagoniste la coalition d'un côté, le gouvernement et le parti qui le soutient, UNIR, de l'autre. Normalement, c'est dans ce cadre politique qu'on devrait trouver un consensus pour que le projet, l'adoption du projet au Parlement soit une formalité. Donc je voudrais rassurer mon concitoyen qui a appelé de Tsévier, Rémi, pour le remercier pour son intervention et dit oui, effectivement, il nous rappelle de ne pas oublier ce pourquoi les Togolais sont sortis. Nous attendons et nous entendons veiller à ce que les réformes soient faites. Ce qui a pu donner l'impression que nous n'en parlions pas jusqu'ici, c'est ce chronogramme-là qui a été établi et qui donnait jusqu'à mi-novembre à l'expert pour sortir un projet de programme, et nous nous attendons à ce que entre mi-novembre et fin novembre, finalement, le gouvernement la discussion a son projet avec 3 articles modifiés. Et quelle suite donnez-vous, même si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, quelle suite donnez-vous à ce texte qui va sans doute atterrir à l'hémicycle? Je ne connais pas le texte. Je ne le connais pas. Le scrutin à 2 tours, la limitation du mandat présidentiel, la recomposition de la Cour constitutionnelle? Oui, je sais, c'est des questions qui sont attendues, mais tout dépend de ce qu'on a adopté
comme formulation. Il faut voir comment ces textes sont conçus. Bien, merci. Deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, on vous appelle comment? Amouzovi. Oui, Amouzovi, allez-y. Salut l'invité. Bonjour. Ouais. Je la remercie pour l'effort qu'elle est en train de faire pour notre pays. Bon, est-ce qu'une seule fois, le Togo ne peut pas faire bien les choses dans leurs normes comme les autres pays? Bon, si ce n'est pas le cas, qu'on nous fasse savoir, qu'on dise aux Togolais que nous sommes dans un royaume et tout le monde va s'apaiser. Mais ce n'est pas le cas, donc je demande à ceux qui gouvernent de bien faire les choses et faire les choses dans les normes. Merci. Bien, merci. Juste un constat, est-ce que vous voulez réagir ou on essaie à un autre auditeur? Vous voulez réagir? Non, oui, je pense qu'il a raison. C'est un appel qui est lancé au gouvernement et c'est bienvenu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Faisons les choses dans les normes, si tant est que nous aimons vraiment notre pays. Bien, troisième auditeur. Et arrêtons la dérive. Elle ne mène nulle part. Troisième auditeur, allô. Oui, allô? Bonjour. Oui, allô. Bonsoir, monsieur Ferrer. Oui. Bonsoir, madame Brigitte Azamabo. Oui, bonjour. Ok. Oui, j'aimerais savoir si, selon un programme personnel de la coalition, est-ce qu'ils peuvent nous donner quand aura lieu peut-être l'élection et est-ce qui accédant serait là avant toute élection? Merci beaucoup. Bien, merci. Selon vous... Mais merci pour la question, mais encore, il y a deux points dans cette question. La question de la date. Mais la question de la date, la position de la coalition a toujours été... Cette question relève du ressort de la CENI. Mais encore faut-il laisser la CENI faire son travail de manière indépendante et en tant qu'institution spécialisée avec toutes les expertises dont elle a besoin. C'est la CENI, en l'état actuel des choses, qui, s'étant réunie, va pouvoir examiner le processus et dire, voilà le calendrier qui est raisonnable si nous voulons bien faire les choses et organiser des élections démocratiques, des élections qui ne soient pas contestées. Et donc, nous ne pouvons pas, a priori, nous prononcer sur une date précise. Nous croyons en l'indépendance de la CENI. Il faut la laisser travailler de manière indépendante et non lui donner des ordres comme le régime a toujours fait et comme il est en train de faire. Maintenant. Nous sommes en contexte de crise, madame, vous le savez, et que cette date-là n'a pas été précisée par la CENI, cette date a été donnée par la CEDEAO. À titre indicatif, et les chefs d'État, la CEDEAO, à travers les débats que nous avons eus la dernière fois, le 23 septembre, tout comme les débats récents que nous devons d'avoir à Conakry, ils reconnaissent que si la CENI, ayant examiné tout ce qu'il y a à faire et ayant conçu le processus, aboutit à la conclusion que c'est à telle date qu'on pourra organiser des élections, mais la CEDEAO et le sommet des chefs d'État ne pourra qu'entériner. Le sommet des chefs d'État ne pourra pas les obliger parce qu'ils savent les conséquences que ça pourrait amener. Vous savez très bien que de presser une CENI à organiser des élections coûte que coûte. Le prochain sommet de la CEDEAO, c'est le 22 décembre. Donc, oui. 2 jours après le 20 décembre. Tout à fait. Donc, quelque part, est-ce qu'il ne va pas être trop difficile d'avoir l'aval de ces chefs d'État-là qui se réuniraient? Pourquoi Pourquoi est-ce que ce serait difficile d'avoir leur aval si on laissait la CENI faire son travail tranquillement? Clairement, pourquoi est-ce que, par exemple, ces chefs d'État-là ne disent pas, puisqu'on parle de fétichisme de date, à vous qui êtes allé à Conakry, pourquoi est-ce que ces chefs d'État ne prennent pas leurs responsabilités pour dire publiquement que... Voyez-vous, je vais vous dire encore une fois les choses autrement. Nous sommes dans un haut lieu de la diplomatie. Et des chefs d'État sont amenés
à interférer dans un conflit qui oppose un gouvernement à ses concitoyens. J'ai bien pesé mes mots. Je n'ai pas dit à son opposition. J'ai dit à ses concitoyens. À une partie de ses concitoyens. À ses concitoyens. À l'immense majorité de ses concitoyens. Et, écoutez, quand on a beau analyser les choses et qu'on voit très bien que il y a des responsabilités qui incombent au gouvernement et qui sont à la base de ce conflit, on prend des gants pour le dire. Mais parce qu'on prend des gants, ce gouvernement qui n'est pas raisonnable, parce que on est courtois, on respecte les règles diplomatiques, eh bien, il prend tout pour argent comptant. Il fait exprès, mais il va le faire jusqu'à ce que ça lui retombe à la figure. Allô? C'est pas parce qu'on vous respecte que vous ne réfléchissez plus pour comprendre ce qu'on est en train, pour décoder ce qu'on est en train. On a compris, madame. On va insérer le 4e auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Pierrot. Oui, bonjour. Monsieur Apelleté de Tibet. Oui, Apelleté, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Apelleté. Oui. Il y a assez de flou dans la résolution de la crise du Togo. Quand vous voyez bien, c'est des flous. On constaterait que même les facilitateurs sont activés. Moi, je veux savoir s'il arrivait, malgré votre boycott, que le pouvoir organise et remporte les élections. Que feriez-vous? Merci, madame. Merci beaucoup, c'est une très bonne question, chers concitoyens. Mais je voudrais vous inviter à vous joindre aux actions que la coalition va commencer à mener à partir de maintenant pour faire entendre raison au gouvernement, pour soutenir le combat, l'action que nos représentants à la CENI vont mener. Parce que nous n'allons pas nous croiser les bras et attendre que les élections unilatérales avec un corps électoral qu'on sait constituer et des candidats qu'on a cooptés aux conditions qu'on a choisies, que ces élections-là soient organisées pour mettre le Togo en péril. Non, non, non. C'est un devoir pour nous tous de nous lever et d'éviter que ça n'arrive, d'amener nos frères qui sont en perdition, nos frères et sœurs qui sont en perdition, de les amener à devenir raisonnables. Bien, merci à notre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour Pierrot. Oui, c'est Kanidek. Oui. Comment vous allez? Ça va bien. Ok, allez-y. Bonjour madame. Bonjour Kanidek, comment allez-vous? Ça va. Ok. Je salue M. Johnson, quelque part dans la salle d'attente. Mais il n'est pas venu pour la première fois, il n'est pas venu aujourd'hui. Ah, ok. Bon, madame, oui. Vous ne voyez pas que la CEDEAO s'est fragilisée dès le départ. Au moment où il y a crise, on vous a appelé en tant qu'organisation sous-régionale, vous avez intercédé, vous avez donné une feuille de route, et puis vous donnez ça à un protagoniste de la crise de le mettre en exécution. Vous ne voyez pas que c'est ça qui fait que la CEDEAO est aujourd'hui dans l'obligation d'accompagner le pouvoir dans son jeu pour réitérer 2005. Merci. Bien, merci. Très bonne analyse que je renforcerai. C'est vrai, la CEDEAO aurait dû nous écouter quand, dans le mémorandum que nous avons présenté à l'occasion du sommet du 31 juillet, nous proposions la mise en place de l'ouverture d'une transition avec des institutions de transition, un exécutif, un législatif qui aurait pour tâche principale de mettre en œuvre la feuille de route qu'on aura adoptée. Mais encore une fois, c'est le régime
qui s'y est opposé. Et quand vous voyez, vous lisez bien la feuille de route, il est dit quelque part, il y a une formule qui a été utilisée dans laquelle et qu'on a dû soutirer, on a dû finir par arracher difficilement au gouvernement, dans laquelle il était dit que il s'engageait à être ouvert à travailler avec d'autres acteurs. Vous avez parfaitement raison que nos institutions actuelles ont montré leur incapacité à mettre en œuvre la feuille de route. Et donc, je ne vous cacherai pas qu'à Conakry, ça fait partie des attentes que nous avons exprimées à la fin de nos analyses où nous avons dit, nous réitérons la demande de l'ouverture d'une transition parce que toutes ces difficultés que nous avons rencontrées depuis le 31 juillet montrent que les institutions impliquées, celles qui sont censées de mettre en œuvre la feuille de route, ne peuvent pas le faire. L'Assemblée nationale ne peut pas le faire. Le gouvernement ne peut pas le faire. La Cour constitutionnelle ne peut pas le faire. Maintenant, j'ajoute une autre analyse qui conforte la vôtre, c'est que la CEDEAO s'est fragilisée depuis le début parce que la CEDEAO a accepté sans conséquence que le régime ait traficoté cette feuille de route. Et aujourd'hui, a posteriori, on voit que ce que le régime applique, c'est sa feuille de route traficotée, hein? C'est sa feuille de route traficotée. C'est-à-dire, on prend la CENI telle qu'elle existait et qu'elle nous arrangeait. Il n'est pas question d'une CENI inclusive. Paf, on a biffé cette partie de la feuille de route et on court, on fait du forcing et c'est nous qui décidons et l'opposition n'a rien à dire. Et voilà pourquoi il fallait absolument qu'on soit membre du comité de suivi pour être parmi les décideurs et bloquer les choses si les décisions qu'on voulait prendre ne vont pas en notre faveur. C'est grave. C'est grave que la feuille de route, nous sommes dit, nous sommes des acteurs externes à cette CEDEAO. Nous avons fait le constat, nous en avons parlé, nous avons expliqué que le gouvernement a traficoté la feuille de route et on était dans l'attente que la CEDEAO allait en tirer toutes les conséquences. Elle l'a pas fait. Au contraire, elle n'a pas fait. Ok, après Kani Decker, nous allons avoir un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Eric. Eric? Depuis Agoué. Oui, allez-y. Je voudrais faire observer que la CEDEAO n'a aucun intérêt à organiser des élections catastrophiques au Togo, sous peine de faire disparaître complètement cette organisation. Quand nous prenons le président du Ghana, qui a son premier mandat, et qui peut-être aimerait briguer un deuxième mandat, il n'a aucun intérêt à faire en sorte que le Togo dégénère. Le président en exercice de la CEDEAO également, peut-être celui et qui nous pouvons un peu se méfier, c'est celui de la Guinée. Maintenant, je voudrais demander, ou bien exhorter Madame Adjamagbo et toute sa C14 à mettre une pression incommensurable. Déjà, cette semaine que commencent des marches sur toute l'étendue du territoire. C'est comme ça que nous pouvons arriver à freiner ce gouvernement qui est en train de foncer, mettre le pays en danger. Je les félicite en tout cas pour tout ce qu'ils font, mais qu'ils redoublent encore beaucoup d'efforts, de vigilance. Nous sommes derrière. Nous attendons que les marches pour mettre la pression. Très bien. Merci. Merci Eric pour votre intervention. Je vous remercie vraiment, chers concitoyens. Je vous remercie. Et effectivement, la coalition renoue
avec les manifestations. Et je voudrais saisir cette opportunité pour informer les auditeurs que nous prévoyons une prochaine manifestation à Lomé, d'abord le samedi prochain, c'est-à-dire le samedi 17. Et je pense que ça doit être l'occasion pour nous tous qui sommes indignés, révoltés par la manière dont on joue avec le destin de ce peuple. Ça va être l'occasion pour nous tous de sortir. Sortons, quel que soit l'endroit auquel nous devons aller. Sortons, le monde entier nous verra et verra que nous sommes en colère, que nous disons non et que ce qui se prépare par ce régime qui croit rééditer des élections frauduleuses qu'il a l'habitude d'organiser pour se maintenir, que cela ne passera pas. Cette fois-ci, je vous invite tous, mes concitoyens et chères concitoyennes, donnons-nous rendez-vous samedi prochain, le 17. Ah ben? Ah ben. Oui, mais en fait, il y a aussi cette question que les Togolais ne comprennent pas. Et finalement, est-ce que Bé est une république? Écoutez, l'attitude du gouvernement sur cette question d'itinéraire démontre clairement qu'il discrimine certains citoyens. Il stigmatise même certains citoyens. Mais le fond du problème, et c'est l'une des raisons supplémentaires pour que nous continuions à lutter jusqu'à ce que nous mettions fin à ce régime et que tous les Togolais soient traités de la même manière. Ne nous laissons en aucun cas arrêter par ces subterfuges dont on espère qu'ils vont décourager, démobiliser. Ne nous trompons pas d'attitude, chers concitoyens. J'invite tout le monde, que ce soit à Bé ou ailleurs. Nous irons à Bé ou ailleurs le samedi et le monde entier saura que nous sommes dans la rue, que nous sommes en colère, que nous n'acceptons pas ce qui se prépare. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, merci. Allô? Allô, bonjour, Pierrot. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, je vous encourage, que Dieu vous aide beaucoup. Oui, votre nom? Oui, c'est Kossi. Ah ouais. J'aimerais savoir, lorsque vous quittez le pays pour des discussions ailleurs, donc il semblerait que ce circuit n'est pas au milieu de vous. Oui. Donc pourquoi? Ouais. Et aussi, l'autre fois, vous avez vu, nous, en tant que jeunes, en quête d'emploi, ils ont organisé un concours, nous invitant. Oui. Nous avons déposé les dossiers. Oui. Mais bon, ils n'ont pas pu recevoir sur le dossier quand même. Ils ont vu qu'ils étaient incapables de recevoir sur le dossier. Oui. Et madame, quel regard jetez-vous sur cela? Merci beaucoup. C'est pénible. C'est pénible. C'est pénible en tant que leader politique aspirant à gérer ce pays. On mesure l'ampleur de ce qui nous attend, de ce que ce régime a créé en plus de 50 ans de gouvernance. Et en même temps, on se dit, c'est bien. C'est bien parce que nous allons vers la fin. Lorsque, pour un concours de recrutement dans l'enseignement, lorsqu'on voit tous ces jeunes qui se sont mobilisés en se disant, oh, c'est peut-être une opportunité. C'est peut-être une opportunité pour se caser quelque part. Et que dans le même temps, on entend le régime nous chanter à tue-tête que les jeunes sont une priorité, qu'on est en train de faire la promotion de l'entrepreneuriat, qu'on met en place des fonds pour promouvoir les jeunes. On se rend compte que tout ça n'est que du bluff. Nous prenons toute la mesure de nos responsabilités et nous sommes plus galvanisés encore pour continuer à lutter et faire en sorte que très rapidement, nous soyons en mesure de commencer à travailler effectivement. Que
cette manie que l'on a. Vous savez ce qui se passe avec ces programmes de promotion de l'entrepreneuriat? Vous savez comment ces jeunes qui bénéficient de ces financements, comment ils sont manipulés et traités avec mépris? Quand on en arrive même à les forcer de devoir remercier, de dire publiquement leur gratitude au chef de l'État, comme si c'était de sa poche qu'il avait sorti. Mais j'ai entendu des jeunes sur les médias qui se sont crus obligés, en parlant de leur projet, de dire oh, je remercie le chef de l'État. Dans quel pays? Dans quel pays? Est-ce que tout cela normal, démocratique, où les institutions sont là, les services sont là pour bénéficier aux citoyens qui sont méritants dans les mêmes conditions, on leur donne les mêmes opportunités. Madame, est-ce que c'est finalement... Dans quel pays vous avez mais est-ce que c'est pas normal finalement? Puisque vous aviez dit... Qu'est-ce qui est normal? Mais en fait, vous avez dit à l'entame de cette émission qu'on n'est pas en démocratie, qu'on est dans une dictature. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est normal parce qu'on n'est pas en démocratie. Non, moi je dis pas ça. Mais ça devient anormal parce qu'on prétend que nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Nous sommes en train d'aller vers la démocratie. Est-ce que finalement c'est pas normal que de tels actes subsistent encore? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est le signe. Est-ce que les grandes démocraties ne sont pas passées par là? Qu'on ne veut pas promouvoir véritablement la jeunesse. On veut se servir tout simplement de la jeunesse pour se maintenir. Et c'est révoltant. C'est révoltant. Et c'est une façon de bafouer la dignité de ces jeunes qui ont fait des études pour lesquelles les parents se sont saignés. On a compris, madame, votre colère. Et qui en viennent à être utilisés. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Ah, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Voilà, ici c'est Cédric Hussein Nestor depuis Baguida. Baguida, Nestor, voilà. Allez-y. Bonjour Madame Ademanko. Bonjour. J'ai seulement 2 questions pour elle. Et bon, nous savons qu'actuellement la CENI est appelée au dépôt des candidatures. Cette CENI-là, dont ils contestent le président. Bon, est-ce qu'ils vont déposer la candidature ou pas? Ou bien ils comptent encore sur une certaine prorogation exceptionnelle plus tard pour ne pas déposer la candidature pour pouvoir faire repousser les élections. Voilà. Et puis, madame, vous dites des choses vraiment intéressantes. Par votre bouche, je viens de comprendre que le professeur Condé dit n'être pas d'accord pour le 20 décembre, donc dit, bon, qui ne s'inscrit pas dans cette feuille de route. Est-ce que vous essayez de nous dire? Essayez un peu de nous expliquer, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Depuis Baguida, réaction? Chers concitoyens, merci d'intervenir dans ce débat-là. Même si je sens que je ne suis pas parfaitement sur la même longueur d'ordre que vous. Vous me demandez si nous allons déposer nos candidatures pour participer à l'élection du 20 décembre. Eh bien, d'après vous, que ferions-nous, que devrions-nous faire si nous sommes des gens cohérents, des gens consistants, des gens qui savent ce qu'ils veulent et des gens qui veulent vraiment se battre pour que ce pays soit libéré de la dictature? Ce que nous allons faire, chers concitoyens, c'est que nous allons nous battre pour que ce régime revienne à la raison. Nous allons nous battre pour qu'il revienne à la raison. Alors, vous demandez si le président Alpha Condé n'étant pas d'accord avec la date du 20 décembre, ne s'impliquerait pas dans la mise en œuvre de la feuille de route. Et en même temps, avant de le dire, vous avez supposé que nous pourrions refuser de déposer nos candidatures pour repousser le 20 décembre. Vous n'avez rien compris à toutes ces explications. Ce que je voudrais faire, c'est peut-être vous inviter à vous rencontrer en dehors de cette émission-là pour que je prenne le temps
de vous expliquer de quoi il s'agit, de vous expliquer nos positions, et je suis convaincu que désormais, vous seriez le premier à soutenir nos actions. Quant en ce qui concerne l'hypothèse que vous aviez émise que le président Alpha Condé ne s'impliquerait pas dans la mise en œuvre de la feuille de route, je vous en laisse l'entière responsabilité. J'ai bien dit que le président Condé nous a expliqué, quand nous avons posé le problème du 20 décembre, que ce 20 décembre n'a jamais été un problème. Parce que au 31 juillet, c'était entendu dans la salle qu'il n'y aurait pas de fétichisme autour de cette date du 20 décembre. Vous l'avez dit plusieurs fois déjà, donc on va retourner au téléphone. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est la première fois qu'on apprend que c'est dans la salle du sommet que ça a été dit. Et donc, ceux qui ne veulent pas comprendre et qui prétendent que c'est une date péremptoire sont de mauvaise foi. Bien, merci. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, on vous appelle. Allô, bonsoir. Oui. Monsieur Mohamed. Je remercie Madame Brigitte Adjamagbo pour son intervention. Mais moi, j'ai une question à leur poser. Comme un sous-entend qu'elles sont cohérentes dans leur démarche, j'aimerais savoir si la coalition, avec maintenant les 8 représentants qu'ils ont, iront prêter serment devant la Cour constitutionnelle d'Abidjan-Assouma. Et deuxième question, est-ce que la coalition ira aux élections en candidature pour ils auront une candidature liste commune ou ils iront individuellement à la CENI et aux élections législatives de 2020 et du 20 décembre. Bien, merci pour les 2 questions. Et merci beaucoup, très bonne question qui m'offre l'opportunité d'expliquer une position aux compatriotes. Le concitoyen nous demande si nos 8 représentants iront prêter serment devant la cour d'appel, la cour de constitution, la cour constitutionnelle actuelle que nous contestons. Bien sûr. Bien sûr qu'ils iront prêter serment. Vous savez pourquoi ils iront prêter serment? Ils iront prêter serment parce que, si vous voulez, c'est une formalité. Cette cour n'a pas de décision à prendre. Nous pourrions craindre. Qu'est-ce que nous lui reprochons? C'est une cour qui n'est pas impartiale, qui ne dit pas le droit. C'est une cour qui, trop souvent, se penche du côté du régime et qui a tendance à conforter le régime. Mais elle n'a pas de décision à prendre en ce qui concerne la prestation de serment. Et la prestation de serment est une étape pour que nos représentants intègrent la CENI et que le processus électoral consensuel dont le sommet, la feuille de route adoptée au sommet du 31 juillet parle, puisse vraiment démarrer. Mais il est évident pour nous que la réforme de la Cour constitutionnelle, elle se fera et elle se fera d'ailleurs en même temps que les réformes constitutionnelles que nous entendons. Et au 30 novembre, quand la réforme aura été faite, il est évident, ce problème nous l'avons déjà posé, que cette Cour constitutionnelle sera recomposée et c'est la Cour recomposée qui connaîtra des contentieux éventuels, qui aura à prendre les décisions. Donc finalement, on a compris liées vos 8 aux prochaines élections. Vos 8 membres iront prêter serment à la Cour constitutionnelle. Absolument, nous ne voulons pas bloquer le processus électoral, contrairement à ce que l'auditeur pense. La deuxième partie de la question de l'auditeur parle de l'élection. Vous irez disperser. La deuxième question, c'est celle-là. C'est une question qui est sur le tapis, mais vous reconnaîtrez avec moi, cher auditeur, que avant d'en venir là, nous avons des combats à mener. Et le moment venu, nous prendrons nos responsabilités. Bien, merci. Il y a une question
de l'auditeur que si la première partie de sa question portait sur, en réalité, Tipi Etchadam. Absolument. Oui, merci cette question, infiniment. Oui. Merci de me rappeler cette question. Oui, le problème de notre collègue Tipi Etchadam est véritablement un problème. Et on en a parlé à Conakry la dernière fois. Et nous n'avons eu aucun mal. Aucun mal du tout pour convaincre le facilitateur qu'il fallait créer les conditions pour qu'il revienne et qu'il puisse participer à la lutte commune autrement que par représentants interposés. Oui, Tipi Etchadam, il n'est pas sur le territoire. Oui. Mais vous avez voyagé la dernière fois à Conakry. Oui. Mais il avait la possibilité de vous rejoindre à Conakry ou pas? Il n'est pas à Conakry. Ce qu'il se déplace, cela suppose des formalités et tout. Je pense que ça a dû peut-être expliquer qu'il ne soit pas là, mais il était représenté. Bien, merci. J'ai d'autres questions à vous poser, madame, puisqu'on parle... Et donc, on ne peut pas aller à des élections tant que il y a des gens encore dehors. Bien, merci. Tipi Etchadam est un candidat susceptible. Et nous avons même posé le problème des autres réfugiés. Nous avons demandé dans nos attentes que leur retour en toute sécurité soit organisé. Moi, je reviens sur les élections du 20 décembre, puisque le dépôt des candidatures, cette date, je crois que l'ouverture a été faite déjà. Et certains partis ont déjà retiré les formulaires, si j'en crois à ce que j'ai commencé par lire depuis quelques jours. Et sur cette liste-là, je crois avoir lu le MCD. Est-ce que j'ai bien lu ou pas? Non, je pense qu'effectivement, on a vu circuler le message, mais nos collègues du MCD l'ont démenti. C'est une question que nous avons abordée entre nous. Bien. Il nous reste encore 5 minutes. Moi, on va faire un peu un retour sur le passé, puisque aujourd'hui, dans le monde, il est célébré le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qu'on appelle encore la Grande Guerre. Et cette guerre avait touché le Togo. Et cette célébration, visiblement, oui, on sent rien dans nos pays, là. Tout est concentré en France. Ben oui. Oui, parce que nous avons des priorités plus prégnantes. Nous nous battons pour la survie des populations, nous nous battons pour la liberté et c'est des valeurs qui méritent d'être défendues et qui ne sont pas aux antipodes de la célébration de la fin d'une guerre. Et surtout de cette deuxième guerre mondiale. Donc, cette première guerre mondiale. Voilà, cette première guerre. Et nous contribuons d'une certaine manière aussi à célébrer si nous continuons à nous battre au quotidien pour ces valeurs. Avant la guerre, le Togo était allemand et avec la guerre, le Togo était entre-temps franco-britannique et puis par la suite français pour devenir indépendant par la suite. Et il se dit dans certains milieux que le Togo d'aujourd'hui serait différent. Là, on va mettre des si les Allemands étaient restés au Togo. Est-ce que vous croyez à ça? Non, ce que j'observe, c'est que effectivement, de ce qui nous est rapporté, ce qui nous a toujours été rapporté de cette période de colonisation allemande, nos aînés, nos pères ils avaient apprécié certaines valeurs. On parlait de rigueur. Voilà, notamment la rigueur dont les Allemands faisaient preuve, le goût du travail bien fait et tout, ce qui visiblement tranchait avec ce qu'on a observé par la suite avec les Français, même si on n'était pas vraiment une colonie française. Mais moi, je ne me permettrai pas de juger. Moi, je dirais tout simplement que la colonisation en elle-même, le fait
pour une nation donnée de venir s'imposer par la force à d'autres nations n'est pas quelque chose dont il faut faire l'apologie. Ce n'est pas pas parce qu'ils étaient des philanthropes qu'ils sont venus pour le bien des Africains. Et ce qui est mieux pour nous, c'est que nous, Africains, que tout ce qu'on peut tirer de positif de ce passé, qu'on le prenne, mais que nous prenions en main notre propre développement et que nous n'attendions rien de qui que ce soit, que nous arrêtions aussi de nous lamenter sur les méfaits de cette période, parce que le moment est venu où, si nous le voulons bien, nous pouvons prendre nos destinées en main et construire le bonheur de nos populations. Prendre ce destin ou bien notre destin en main, en fait, c'est un discours qu'on attend depuis des années, mais dans les faits, les Africains sont restés visiblement d'éternels assistés. Comment faire? Et moi, je suis optimiste. Je vois des indicateurs. Vous savez, on ne peut pas dire que globalement, il n'y ait pas eu de visionnaire qui ait essayé quelque chose. Que ce soit de Nkrumah à Sankara, il y a eu des visionnaires, mais malheureusement, ils étaient minoritaires et n'ont pas résisté à la conspiration d'intérêts qui les a fait périr. Aujourd'hui, il y a encore de l'espoir, parce qu'on revoit des dirigeants qui s'affirment et qui montrent qu'ils veulent rompre avec cette manière de maintenir la dépendance de certains peuples sous prétexte qu'on veut les aider à se développer. Je suis optimiste. Ça fait partie aussi du combat que nous menons. Vous aurez dû constater que je jetais beaucoup de coups de cœur. En fait, je regardais constamment mon ordinateur. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, parce que le Togo était d'une certaine manière présente aux festivités du centenaire. La chanson de Bella Bléou a été reprise par Angélique Kidjo. Je sais que vous connaissez cette chanson. Ah oui, c'est vous qui me l'apprenez. Oui, en fait, c'est ce que je suis en train de regarder là, et ça me donne, comme le dit si bien mon confrère Zeusa Ziadouvoy, il a la chair de poule. Vous avez la chair de poule aussi? Absolument. Je sais aussi que vous chantez beaucoup. Je ne vais pas vous demander de chanter aujourd'hui. Non, j'ai chanté dans ma vie. J'ai fait ça aussi quand j'étais étudiant. Bléou, c'est une très belle reprise d'Angélique Kidjo et dont je salue l'engagement en passant. Ce sont des personnalités qui font la fierté de l'Afrique, et tout comme notre compatriote Bella Bello qui a fait l'admiration et la fierté du Togo parmi cette époque donnée. Parmi les fiertés du Togo, parmi les fiertés du Togo, sans doute qu'il y a également vous. Même si sa valeur n'était pas vraiment reconnue par le régime à l'époque, qui avait d'autres préoccupations. Bien, merci. Merci beaucoup. Parmi les fiertés, il y a sans doute vous également, Madame Brigitte Adjamagbo. Merci d'être venue. Merci, c'est gentil. À notre invitation. Ça a été un plaisir pour moi, et je voudrais encore une fois rappeler le rendez-vous du samedi 17 à tous mes concitoyens. Bien, merci. Merci. Voilà. Cette émission, elle s'achève. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir des 19h. Elle a été mise en onde par Vincent Lasboga Koudoyor. Je suis Pierrot Atiobé. À dimanche prochain. Au revoir. Pyramide FM